Bienvenue à tous à notre émission en cette date spéciale pour le Rwanda, une date historique sur la libération du pays. Cette émission va se pencher sur l'analyse politico-historique de cette époque où le pays était dans une situation cruciale, marquée par l'exclusion, la violation massive des droits des citoyens, pire des crimes d'État qui visaient le génocide contre les Tutsis avant qu'il ne soit effectif 4 ans plus tard. Ce qui a par ailleurs incité le Front patriotique rwandais à s'organiser pour mener une guerre décisive de libération du pays. Tite Gatabazi, bonjour. Bonjour, Révérien. Vous êtes juriste et analyste politique et tu vas nous éclairer sur la période des régimes autoritaires avant la libération du Rwanda, les mensonges d'État, l'exclusion des réfugiés et la lutte du FPR pour rétablir la justice sociale au Rwanda. Tite, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut entendre par la guerre de libération qui a conduit à la libération du Rwanda, bien sûr. Je suis témoin. D'accord. Témoin vivant. La guerre de libération, c'est quoi? Ce n'est pas qu'une campagne militaire de conquête des terres ou de conquête du pouvoir. Quand vous considérez que les populations vivent sous le joug autoritariste, comme vous dites, des divisions, des exclusions, ça veut dire qu'il y a des problèmes graves dans le pays. Pour ce qui est du Rwanda, non seulement il y avait ça, Habyarimana avait instauré la politique que lui appelait d'équilibre ethnique et régional. Il a estimé comme ça d'autorité que les Tutsis avaient droit à 10% de postes dans les administrations, dans les écoles, que les Hutus avaient droit à 90%, mais les Hutus étaient aussi discriminés. Parce que la priorité était donnée aux Hutus du Nord, semble-t-il. Gisenyi, Ruengeri, ça c'est les bons Hutus. Ailleurs, c'est des Hutus de seconde zone, à moitié. Et donc, la guerre de libération, c'est pour libérer une population du joug de dictature. La guerre de libération, c'est aussi libérer les mentalités. C'est aussi libérer les aspects culturels. C'est aussi revendiquer une certaine authenticité. Parce que les gens qui vivent sous la chape de plomb des régimes répressifs comme ça perdent en partie leur identité. Et donc la guerre de libération, c'est pour ça que vous verrez souvent il y a l'aile politique et l'aile militaire. L'aile politique essaie de sensibiliser les gens pour la prise de conscience, essaie de leur dire voilà, les droits c'est ceci, les devoirs c'est cela, et l'aile militaire qui fait la campagne militaire. Voilà. Donc c'est un cap juste pour cette date du 1er octobre qui nous rappelle justement cette date par rapport à cette guerre de libération. Le 1er octobre, le FPR qui était né 2 ans avant, les réfugiés rwandais de 59, 63, 73 qui vivaient dans les pays limitrophes avaient demandé une fois qu'ils voulaient rentrer au pays. Et à un moment donné, le président Habyarimana décrète, encore une fois d'autorité, qu'il n'y avait pas d'espace pour accueillir les Rwandais. Le Rwanda, il a même utilisé la formule d'un verre, un verre d'eau. Le Rwanda est plein comme un verre d'eau. Il n'y a pas de place pour une personne supplémentaire. Comme si les femmes ne pouvaient plus faire d'enfants au Rwanda. Mais c'était un prétexte fallacieux qui ne tenait pas debout, qui violait quand même un droit fondamental, le droit d'avoir un chez-soi, le droit à la nationalité. Et donc, le FPR naît de cette douleur-là de l'exil et de cette envie de retour au pays 2 ans avant, 88 et 90, le 1er octobre, il traverse par Kagitumba. Alors qu'est-ce qui s'est passé brièvement? Qu'est-ce qui s'est passé à cette date? Brièvement, c'est parce que le gros
du contingent militaire venait de l'Ouganda. Et ils avaient fait la guerre NRA avec le président Museveni. Certains d'entre eux avaient fait Mozambique avec Samora Machel. Et donc, ils étaient aguerris. Ouais. Et c'est eux qui organisent la branche militaire. Ils traversent par l'Ouganda, ayant fait des recrutements au Zaïre, au Burundi, en Tanzanie. Oui. Oui, on n'est pas sans y éterniser parce que on n'est pas expert des militaires, mais qu'est-ce qui a conduit à l'échec justement pour qu'en 1990 cette tentative n'a pas abouti justement à la libération du pays? C'est une campagne militaire. Hein? Ouais. Et donc quand ils entrent comme ça, d'abord il y a le discours officiel qui présente ça comme une invasion étrangère. Vous avez le président Mobutu du Zaïre qui envoie des troupes à la rescousse de Habyarimana avec le général Mayele, si je ne m'abuse. Vous avez les Français qui viennent en courant. Et donc, ils arrêtent l'avancée du Front patriotique rwandais. Et ça se passe pas... c'est pas une promenade de santé, hein, c'est vraiment une guerre. Et donc, il a fallu qu'il y ait cette détermination où ils avaient décrété eux aussi qu'ils ne peuvent pas reculer. Il y a eu une forte mobilisation sur le plan médiatique et diplomatique. La cause a été diffusée et entendue. Et donc, les pressions commençaient à tomber sur Habyarimana. Moi, je me souviens très bien de la comédie de Mobutu qui disait qu'Habyarimana l'avait réveillé en pleine nuit, qu'il était envahi. Il a dépêché vite le général Mayele à la rescousse du camarade Habyarimana. Mais c'est quand on lui a expliqué que ces gens n'étaient pas des Ougandais, que ce n'étaient pas des envahisseurs, qu'il a rapatrié vite fait le contingent zaïrois. Mais c'était une manière de parler pour dire qu'il avait compris. Il fut un temps d'ailleurs, Mobutu s'est improvisé médiateur. Il a fait venir les 2 délégations en Sélé, à Kinshasa. Et je me souviens quand il les avait reçus à Goma. Étant donné que dans le schéma de Habyarimana, c'était les Hutus contre les Tutsis, et c'était que ça, c'était les Tutsis qui voulaient rétablir la monarchie, bref. Et donc, arrivé à Goma, la délégation du FPR est conduite par Pasteur Bizimungu, qui est un Hutu. Et il y a un autre Bizimungu, ministre des Affaires étrangères de Habyarimana, qui est aussi Hutu. Et Mobutu, on le lui a dit. Et donc, quand il arrive, il dit dans la salle, je veux savoir où sont les Hutus et où sont les Tutsis. Ah bon? C'était difficile alors. Un peu pour rigoler. Les Hutus. Voilà. Et c'est là que le FPR marque un point pour dire, Monsieur le Président, avec tout le respect qu'on vous doit, nous pensons qu'on vous a menti. Ah oui. Ce n'est pas une guerre des Hutus avec les Tutsis. C'est une guerre de libération. Ouais. Et pour défaire et déconstruire le discours ethnique du gouvernement Habyarimana, pour penser aux exclusions, pour regarder les discriminations qu'il y a. C'est ça le problème qu'il y a dans ce pays. Et donc, la délégation, il semble que la délégation gouvernementale était très mal à l'aise de présenter comme ça les choses devant Mobutu, qui avait un sens de l'humour aussi, pour dire alors, c'est quoi la cause des Hutus, monsieur le ministre? Donc, voilà. Et donc, il y a comme ça, à la fois des avancées militaires, évidemment avec les renforts qu'obtient les ex-phares, ils mettent par moment le FPR en difficulté. Mais le FPR, compte tenu du nombre, ils n'ont pas un nombre pléthorique des militaires. Ils doivent économiser des vies humaines. Et donc, ils adoptent la guérilla. Et je crois que ça met beaucoup en difficulté les militaires de Habyarimana qui avaient fait les écoles classiques, la guerre classique, tu te mets là, tu bombardes là en face. Avec des enjeux très importants. Voilà. Et donc, voilà, brièvement,
La guerre se déroule quand même pendant 4 ans. Mais pendant ce temps, il y a vraiment un discours de haine qui est inoculé dans la population, qui est repris du sommet de l'État jusqu'à la base. Et on met les médias à disposition. Vous vous souvenez de la tristement célèbre RTLM, Kangoura de Hassan Ngeze. Et on présente comme ça le Tutsi comme l'ennemi intérieur. Oui, là, on va y arriver avec la propagande des médias, mais entre-temps, c'est dans cette période qu'on a fait des essais de génocide, entre autres sur la communauté des Bagogwe. Ils font des pogroms comme ça, et ils appellent ça des tests pour voir comment on va éliminer le maximum de Tutsis en très peu de temps. Et donc, ils envoient une expédition chez les Bagogwe, 92 je crois. Et après, ils font ça dans le nord, les Bagogwe. Après, ils font ça à Nyamata. Mais entre-temps, il y a beaucoup d'assassinats des individualités dans le pays. Mais il y a, après le 1er octobre, il y a la date aussi qui est marquante, le 4 octobre. Le 4 octobre, il y a un simulacre d'attaque de la ville de Kigali. En fait, mené par les ex-FAR, lesquels tirent en l'air dans toute la ville. Non, ils tirent la nuit. Ils tirent en l'air. En fait, le plan, c'était il faut arrêter tous les Tutsis qui sont dans la ville de Kigali. Et le prétexte, c'est de dire ils sont complices du FPR. Ils logent les membres du FPR, et c'est les membres du FPR qui ont tiré la nuit dans Kigali. Et donc, on passe dans les foyers, on prend les gens qu'on va parquer au stade de Nyamirambo, et ils subissent des traitements cruels là-bas. Et ça a été documenté par la Fédération internationale des droits de l'homme. Ça avait vraiment mis le régime Habyarimana en grande difficulté. Il a reçu quelques soutiens en Belgique, des lobbyistes qui ont essayé de lui apporter un soutien diplomatique. Mais les relais du FPR avaient vraiment diffusé largement les extraits de ce rapport. Après, vous avez des négociations, je parlais d'un scellé. Finalement, ça se boucle bien. Ils vont à Arusha. À Arusha, la délégation de Habyarimana joue du valse, accepte ici, refuse ça, recule sur beaucoup de choses, en préparant justement le génocide contre les Tutsis. Et en 1994, il passe à l'action avec un cynisme terrible où dans la planification des massacres à grande échelle des Tutsis, on va dire que c'est le FPR qui a massacré tous ces gens. La Kazoo, c'est l'aile dure du Hutu Power, pilotée par Madame Agathe Habyarimana, qui n'est autre que la première dame de l'époque, planifie d'exécuter le président Habyarimana. Parce qu'on lui reproche de vouloir mettre en application les accords de paix d'Arusha. Et eux, ils n'en voulaient pas du tout. Ça veut dire qu'à ce moment, Habyarimana n'était pas en bonne relation avec sa femme. Il n'était pas en odeur de sainteté, ni au foyer, ni parmi les siens. Et ceux qui lisent, qui ont lu le livre « Les derniers jours de Mobutu », ainsi sonne le glas de feu Honoré Ngbanda, qui avait été pendant longtemps son conseiller spécial en matière de sécurité. Honoré Ngbanda dit, écrit noir sur blanc, que Habyarimana avait alerté Mobutu, comme quoi les siens vont comploter contre lui. Et Mobutu demande
à Honoré Ngbanda de venir à Kigali organiser la garde rapprochée de Habyarimana. De changer donc la garde de Habyarimana. Voilà, de voir comment ils vont l'organiser sur le modèle de la DSP de Mobutu, la division spéciale présidentielle. Et quand Honoré Ngbanda arrive ici, il trouve Habyarimana en panique. Habyarimana lui dit c'est très urgent, il faut faire vite. Mais lui, de ce qu'il regrette, il dit je n'ai pas évalué la gravité et l'urgence. Donc nous sommes dans la période de 1990-1994. Fin 93. D'accord, ok. Et donc, Honoré Ngbanda retourne à Kinshasa, à Gbadolite, où Mobutu vivait de plus en plus. Il dit, bon, j'ai essayé de voir, on va lui proposer ça. On va lui donner quelques hommes pour assurer sa garde rapprochée. Quelques Zaïrois donc. Quelques Zaïrois, militaires Zaïrois, aguerris, qui étaient pléthoriques autour de Mobutu, mais qui étaient bien entraînés. Donc, vous voyez, nous sommes fin mars. Deuxième élément, fin mars, au mois de mars, je ne sais plus quand, la radio RTLM, par la voix de Hassan Ngeze, dit début avril, vous verrez quelque chose. Quelque chose va se passer dans cette ville. Il est déjà au courant que la CASU a planifié de liquider Habyarimana. On ne sait pas encore sous quelle forme. Est-ce qu'on fait un attentat de voiture? Est-ce que s'il prend l'hélicoptère, on va descendre l'hélicoptère? Est-ce qu'on le trouve dans son bureau pour tirer? Bref, il y a une très forte tension et de mésentente au sein du bloc présidentiel, évidemment, piloté par Madame. Et donc, je dis ça pourquoi? Parce que ça montre la détermination qu'avaient ces gens à conserver le pouvoir, quoi qu'il en coûte, et sur des vies humaines. Et donc, voilà, le 6 avril, Habyarimana qui doit aller à Arusha, quand il revient, son avion est descendu à Kanombe. Voilà, c'est peut-être ce qu'on pourrait retrouver et qu'on peut retrouver dans l'ouvrage de Maître Bernard Menguer, Le cri du Falcon. Le cri du Falcon. Voilà, oui. là où il essaie de montrer donc le début de la mort de Habyarimana et les accusations, des fausses accusations qui ont suivi justement cet attentat. Pour continuer à titre la politique des mensonges et d'État de cette époque et le déni de réalité qui était d'ailleurs véhiculé par les médias de cette époque. Et qu'est-ce que vous en dites? Mais qu'est-ce que j'en dis? J'en dis que c'était un choix politique. Habyarimana fait un coup d'État le 5 juillet 1973 contre Kayibanda. Mais il continue l'idéologie Parmehutu, comme il l'appelait à l'époque. Habyarimana met en place la politique des quotas ethniques. Il n'y a pas d'ethnie au Rwanda. Mais, étant donné que le Parmehutu avait déjà balisé tout ça, lui, il estime que pour conforter son pouvoir, il doit s'appuyer sur les gens de chez lui. Mobutu disait quelque chose de très intéressant à propos du tribalisme. Il disait, quand tu t'appuies sur ton propre clan, ta propre communauté, tu n'es plus président de la République. Tu deviens un chef de bande. Habyarimana a été chef de bande. Et sa femme a pris tellement d'espace dans la politique du pays pour se constituer la CASU, formée d'abord par ses propres frères, ses cousins, ses beaux-frères, quelques commerçants dont il s'était lié par mariage et tout ça. Donc, Habyarimana lève l'option de devenir chef de bande. Et il a, comme ça, la politique d'équilibre régional et ethnique. Et tout le discours du MRND, le parti unique, va essayer de justifier l'injustifiable. Et de dire que les Tutsis ont tellement bénéficié des régimes monarchiques qu'ils n'ont plus besoin de rien aujourd'hui. Je crois avoir entendu
quand j'étais encore jeune, que les Tutsis étaient bien là où ils sont, dans les pays étrangers, là où ils sont réfugiés. Là où ils sont réfugiés. Là où ils sont bien, ils n'ont pas besoin de revenir au Rwanda. C'était ça, la rhétorique qu'il y avait dans la mobilisation de la population. Et donc, quand vous avez l'exclusion de toute une partie de la population, à la fois des études, quelqu'un qui n'a pas fait des études ne peut pas devenir quelqu'un d'important dans la vie. Oui, il reste limité. Il ne peut pas devenir médecin, il ne peut pas devenir ingénieur, il ne peut pas devenir... non. Et pour dire que c'est un choix politique, il crée des écoles de métiers pour les bloquer à ce niveau-là. Ils vont devenir maçons, ils vont devenir menuisiers, ils vont devenir plombiers. Pas d'élite, pas de problème. Ah non, pas d'élite tout de suite. On en fait des citoyens de seconde zone. Et ça, non seulement ça divise le pays, ça divise la population. Le Rwanda a été divisé en 10 préfectures. Et pour bien contrôler les gens, les identifier, les marquer au fer rouge, chaque préfecture était... quand tu achetais une voiture, ou même un camion, on mettait une plaque qui portait les initiales de ta préfecture. Donc, on était certain, quand on regardait en ville ici, Révérien passé, on voyait qu'il est de quelle origine. Voilà jusqu'où va la perversité. Même les plaques d'immatriculation, on avait des cartes d'identité avec la mention ethnique. Pour entrer à la fonction publique, c'était la croix et la bannière. Vous venez d'où? Vous venez de telle préfecture. Les quotas de votre préfecture sont déjà pleins, donc vous revenez à l'autre session. Et ça veut dire qu'il y a aussi, qu'on le veuille ou non, une corruption qui se développe. Parce que même en étant Hutu, sauf qu'on est né à un mauvais endroit, on est né à Tchangougou ou à Kibungo, on n'est pas le bon Hutu. Ayant fait des études parce qu'on est au moins Hutu, on n'a pas accès au poste. À l'époque, l'État est quasiment l'employeur le plus important. Il faut pouvoir corrompre. Et on raconte des tas de choses sur le secrétaire général de la fonction publique qui s'était servi. Alors, vous avez cette corruption-là, soit en espèces, soit en nature. Vous avez la corruption la plus détestable, celle de la dépravation des mœurs. Ça veut dire que vous installez une petite élite qui considère qu'elle a tous les droits et tous les privilèges. Et vous faites comprendre à la grande majorité, le peu qu'on vous donne, c'est vraiment qu'on a pitié de vous. Vous n'avez pas de droits. C'est une faveur. On vous fait des faveurs, alors ne faites pas de vagues, s'il vous plaît. Et donc, vous voyez que même ça influe sur les comportements des gens. Ça influe sur les mariages. On a beaucoup d'anecdotes sur des couples qui se formaient à l'université parce que... Et à la fin des études, quelqu'un qui dit à sa dulcinée, je ne peux pas continuer avec toi parce que moi, j'ai une carrière à aller faire à Kigali. Et soit dit en passant, à l'école militaire, école supérieure militaire ici à Kigali, il y avait ce qu'on appelait des causeries morales tous les soirs. Il était strictement interdit à un militaire rwandais sous Habyarimana d'épouser une femme tutsi. Voilà jusqu'où on va dans la perversité. Et on peut multiplier comme ça les exemples. Quelqu'un qui est très amoureux, peut-être un cas ou deux, qui, parce qu'il est gradé dans l'armée, il va voir le bourgmestre de chez lui, la commune de chez lui, pour changer la carte d'identité de sa pauvre fiancée.
Et donc, de la présenter comme Hutu. Et comme cette histoire de Hutu et de Tutsi, on peut se planter 1 million de fois. Si on vous met 10 personnes devant et dire, montrez-nous qui est Hutu, qui est Tutsi, c'est un examen très difficile. Et il y en a qui passaient comme ça dans les mailles du filet pour dire, attendez, moi j'ai la carte d'identité, je suis Hutu. Oui, Tite, pour ce qui nous concerne par rapport à notre métier, comment les médias rwandais sont allés jusqu'à tomber justement dans cette histoire de génocide, donc parce que ce sont les médias qui ont été utilisés comme outils de propagande pendant cette période? Je crois que il faut remonter aux années 59, où on a instauré l'instrumentalisation des ethnies. Vous avez la période 61, où il y a les élections au niveau municipal, et il y a des partis politiques, mais qui sont d'obédience ethnique. Et ce discours va continuer quand Kayibanda devient président de la République. Ils vont en faire un outil de mobilisation. La haine contre le Tutsi. Quand on arrive dans les années 90, il semble que Habyarimana est en difficulté financière. Parce que tout l'argent a été ponctionné par la CASU, parce que tous les projets en matière de santé, en matière d'agriculture, tout cet argent a été ponctionné par la CASU. Et donc, ça se sent dans la population. Le coût de la vie étant très élevé, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un ennemi intérieur, le bouc émissaire. On développe un discours nationaliste à outrance, et c'est là que l'appareil de l'État, doublé de l'appareil du parti politique, parce qu'à l'époque, on n'a qu'un seul parti, on a un parti unique, le MRND, embarque comme ça les gens dans ces discours, et on recrute des fanatiques. Geze Hassan était fanatique, on prend des fanatiques qu'on met dans des organes de presse pour continuer à diffuser le discours de haine. Oui, c'est une étape peut-être d'après la libération du pays. Tite, en tant que juriste, les tribunaux Gacaca ont beaucoup contribué à la réconciliation du Rwanda. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ce processus? Les tribunaux Gacaca, c'est vraiment du pain béni pour le Rwanda post-génocide. On a une affaire de 120 000 personnes en prison qu'il faut nourrir, dont il faut s'occuper de la santé. Il y a une forte promiscuité dans les... Alors, il faut distinguer ces gens-là, qui est planificateur, qui est exécuteur, qui est... et si on allait dans les tribunaux classiques, tous ces gens ne passeraient pas leur procès. Et donc, c'est comme ça, le génie rwandais. Il y a des réunions qui ont lieu au village Urugwiro, c'est le siège de la présidence, où vous avez toute l'intelligentsia du pays. Ministres, députés, préfets à l'époque, tout ce que le pays compte, représentants des partis politiques, de la société civile, pour réfléchir à comment on reconstruit le pays. Et l'idée de Gacaca naît pendant les assises de Rugwiro. En fait, Gacaca, c'est un mécanisme ancien pour le Rwanda. Ça appartient à la culture rwandaise, où quand les gens ont des problèmes au village, allaient s'asseoir au gazon, et le sage du village les départageait. Au gazon, c'est Gacaca ou Muchacha, oui. Voilà. Oui. Mais là, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a une loi qui fait 4 catégories de génocidaires.
Les planificateurs, catégorie 1, les hauts fonctionnaires, les militaires, et après vous avez les exécutants. Et donc, tout ce qui était en prison à l'époque passe par le système gachacha, mais comme ça se passe au village, là où le crime a été commis, gachacha a aussi cette dimension à la fois de justice, mais une justice réparatrice et de réconciliation. Le rescapé qui a vu le bourreau de sa famille être condamné, il est soulagé, il a obtenu justice. Et gachacha fait les deux. Et donc il y a quand même des gens qui purgent leur peine, et il y a des peines pour ceux qui sont dans les catégories inférieures qu'on appelait les travaux d'intérêt général. Ouais. Donc il pourra 2-3 fois par semaine aller participer à la construction d'une école, à la réhabilitation d'une route, tout ce qui est travaux d'intérêt général, parce que le pays avait été détruit. Gachacha aura servi à ça, mais gachacha, quand vous regardez avec le recul, et c'est que les juristes des organisations internationales écrivent sur gachacha, c'est une nouveauté dans le système judiciaire international. L'Afrique du Sud avait fait différemment. Ils ont fait la commission vérité-réconciliation. Le Rwanda a fait gachacha. Et ça nous a fait un bond en avant, à la fois pour obtenir justice, réparation et réconciliation. Tite, pour finir, c'est cette question de savoir aujourd'hui, avec le Rwanda moderne d'aujourd'hui, quelles sont les leçons à tirer justement dans cette histoire sombre du Rwanda pour effectivement chercher à éviter que cela ne se reproduise. D'abord, la question de la gouvernance. Ouais. L'histoire sombre du Rwanda, c'est vraiment s'accaparer du pouvoir tout seul autour de son clan et penser qu'on peut l'imposer à la grande majorité de la population, ce qui est une erreur stratégique. Ensuite, la réhabilitation des valeurs culturelles. On a bien vu qu'il y avait une aliénation le Parmi Hutu considérait qu'il fallait faire allégeance à la Belgique, qu'il faut prendre les ordres de la Belgique. Le Rwanda, post-génocide, a réhabilité cette, pas seulement la fierté d'être rwandais, mais l'authenticité du Rwandais. Je suis qui je suis, j'en suis très fier. Je ne veux pas d'étiquette. Personne n'est capable de démontrer scientifiquement qu'il est Hutu et qu'il a du sang pur Hutu sur je ne sais combien de générations. Personne ne peut démontrer qu'il est Tutsi et qu'il a de la pureté Tutsi. C'était une falsification qui a été corrigée. Et d'abord en enlevant les mentions ethniques sur les cas d'identité, ce qui a soulagé beaucoup de gens, mais en allant un peu plus loin, en expliquant aux Rwandais le concept de « je suis Rwandais », Ndi Munyarwanda. Quand vous voyagez à l'étranger, que vous dites que vous êtes Rwandais, on comprend mieux. Ouais. Mais quand vous commencez à dire « non, non, vous savez, dans notre famille, il y a des sous-groupes », ça ne se sent pas. Donc, vous avez cette gouvernance, vous avez la réhabilitation des valeurs culturelles, mais vous avez aussi cette incitation à la citoyenneté. Et être citoyen, agir en bon citoyen. Moi, j'aime beaucoup ce concept de citoyenneté. Ça va au-delà du patriotisme. Le patriotisme peut être galvaudé comme ça, mais bâtir un bon citoyen vous garantit l'avenir pour demain.
quand on regarde notre jeunesse actuellement, on sent bien, on sent qu'il y a cette fierté d'être rwandais, d'agir pour son pays. Quand on fait des études, quand on est assidu, quand on est sérieux dans ses études, qu'on devient médecin, qu'on devient avocat, qu'on devient ingénieur, on se bâtit soi-même, dit qu'on peut fonder son foyer, être utile à son foyer, mais on travaille aussi pour son pays, on développe son pays. On évite les vieux clichés qui ne nous servent qu'à nous diviser et on regarde de l'avant. Quand vous regardez l'armée rwandaise, pour ne prendre que cet exemple, quand ils partent en mission des Nations Unies à l'étranger, et ce qu'on en dit, ils rentrent tous avec des médailles, ils ont été salués pour leur discipline, pour leur professionnalisme. Vous vous dites, ah ben ça c'est la fierté des Rwandais. Quand vous prenez l'aspect de lutte contre la corruption, la corruption c'est l'antivaleur. Au Rwanda, c'est tolérance zéro pour la corruption. Ça veut dire que vous avez toute la notion de la gestion de bon père de famille. De la gouvernance. Oui, le bonus pater familias. Quand vous êtes bon père de famille, les gens sont, on va dire, si c'est la cellule familiale, on peut être heureux dans sa famille. Et alors, mettez ça au niveau national, la chose publique doit être respectée. Voilà. Mais donc, on a des exemples comme ça qui sont quand même très encourageants. Et de dire, peut-être je finis par là, ça fait 30 ans que ça dure. Il y a quand même des acquis. On voit bien les résultats. Il faut garder en tête la consolidation de ces acquis-là. Il faut les consolider pour pouvoir transmettre un Rwanda où les gens seront heureux de vivre. Merci beaucoup, Tite. Merci surtout pour nous rappeler toute cette histoire en rapport avec la libération du Rwanda. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci également à notre complice, nous, Moussé Makweri, qui nous accompagne toujours au studio. Révélez Bazikamwe à la présentation. À la prochaine.